Voici donc le premier livre que j'ai lu pour ma vidéo. Je lis 3 livres de SF fantasy, fantastique, science-fiction écrits par des femmes et féministes. Donc il s'agit de Chroniques du pays des mers de Elizabeth von Hamburg, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une autrice québécoise, en tout cas canadienne, je ne sais plus trop si elle est québécoise. Donc j'ai lu ce livre à la fois dans le cadre du challenge SFFF et aussi du challenge Camelot Magic Do où il fait le SFFF francophone. Et donc ça c'est aussi un coup de cœur de Camelot. C'est compliqué à chroniquer ce livre parce que j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé en fait. Et c'est le premier que j'ai lu dans cette vidéo. J'ai dû le commencer fin septembre, début octobre. Et je l'ai fini en novembre, donc plus d'un mois. Bon, il fait 755 pages environ. Mais j'ai pas aimé, c'était long. J'ai dû le poser plein de fois, lire plein d'autres livres au milieu, parce que vraiment, j'y arrivais plus. J'étais très soulagée de l'avoir fini. Donc vraiment, déception incroyable. D'autant plus que le propos était hyper intéressant. Je vous lis le résumé. Sur une terre dévastée, les hommes sont devenus rares, un virus déséquilibrant les naissances. Le pays des mers a toutefois pu s'établir en ayant recours à l'insémination artificielle. La jeune Lisbeth se pense promise au titre de mère jusqu'au jour où elle apprend sa stérilité. Loin de chez elle, devenue exploratrice, elle accomplira l'un de ses rêves les plus chers, découvrir les secrets du lointain passé du pays des mers. Donc voilà. Donc en fait, pour le résumer autrement, on est plusieurs années, centaines d'années plutôt, après le déclin. Le déclin de ce que moi j'ai compris, c'est notre période à nous. Donc voilà, il y a eu un déclin écologique qui a fait que le pays qu'on connaissait, enfin notre civilisation plutôt qu'on connaît s'effondrait. Et après ça, il y a eu des phases successives. Donc d'abord les harems. Les harems, donc c'était des hommes toujours chefs de guerre, chefs de la patrie, etc. Et les femmes soumises à ces hommes-là, donc un système très patriarcal, hétérosexuel, très dur, très violent. Puis après, il y a eu les ruches, donc les femmes se sont révoltées contre ces hommes-là. Et il y a eu un système matriarcal, mais quand même très violent, avec des guerres civiles, des violences entre elles, et notamment une révolte violente. Et après ça, il y a donc eu une pacification de cette civilisation et qui donne lieu au pays des mers. Donc c'est des groupes de familles qui vivent isolées les unes des autres, en autonomie, etc. etc. Et donc nous, on va suivre la jeune Lisbeth qui vient d'une de ces régions, de Bethly, il me semble le nom de la région. Et en fait, le roman suit la vie de Lisbeth. Mais on découvre en fait le pays des mers grâce à Lisbeth et grâce à ce qu'elle en sait. Sauf qu'on commence et elle a 3-4 ans. Donc elle en fait, elle n'en sait rien. C'est assez confus dans sa tête. Donc pour nous, ça nous donne une narration très confuse. Voilà, etc. C'est assez compliqué de se repérer au début. D'autant plus qu'il y a tout un système en fait de couleurs en fonction de si la femme est stérile ou pas, si elle est encore capable de faire des enfants, etc. Et donc on suit la vie de cette Lisbeth qui, comme le résumé l'indique, devient stérile, ne peut pas donc devenir la mère de cette famille au sens large, hein, qui veut dire ici communauté politique, et donc elle part dans une ville un peu particulière, qui m'a beaucoup fait penser au Mont-Saint-Michel, ceci dit. Et elle va devenir exploratrice. Donc exploratrice, c'est une caste de personnes dans ce pays, de femmes en l'occurrence, qui vont explorer ce qu'on appelle les motères, qui sont des zones en fait contaminées depuis le déclin. Donc des zones où il n'y a quasiment plus de biodiversité, où celle-ci elle est mutante. Et elle va faire des découvertes donc incroyables, Lisbeth, et qui va remettre en question le devenir de ce pays des mers.
Ok. Donc ça, c'est le résumé. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est ce que je commençais à vous dire, en fait, c'est... On découvre ce pays par les yeux de Lisbeth, ce qui pourrait être très bien, mais c'est très confus. Ce que je comprends dans la narration, parce qu'elle est très jeune au début. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'explications au début, qu'on est plongé comme ça, on ne comprend pas très bien. Du coup, ça donne un cafouillage assez important qui, moi, m'a désarçonné et m'a juste envie, et m'a simplement donné envie en fait, d'arrêter de lire. Et par la suite, quand Lisbeth grandit, c'est pas beaucoup plus clair parce qu'on part du principe que elle sait, et alors que donc nous, on devrait savoir, pardon. Sauf qu'en fait, on ne sait pas. On est resté sur cette impression brouillonne qui fait qu'on ne sait pas. Et donc, on a du mal à avancer, à bien comprendre ce qui se passe, etc. Autre problème, mais là, c'est pas dans la narration, c'est plutôt pour moi dans l'histoire, et c'est quelque chose qui m'intéresse très peu. Il y a toute une analogie avec la religion chrétienne, avec une religion, donc la religion de garde, garde étant un peu à l'instar de Jésus, une prophète qui vient apporter la bonne parole aux ruches, donc à la civilisation d'avant le pays des mers, et que le pays des mers continue à vénérer. Et donc il y a plein d'analogies avec Jésus. Est-ce qu'elle aurait été ressuscitée? Oui, non. Est-ce qu'elle est divine? Est-ce que c'est juste une personne à part entière, une humaine sans divinité? Et donc il y a énormément dans ce livre d'une dimension, enfin il y a une grande dimension théologique qui, moi, ne m'intéresse absolument pas. Et donc ces questions sur la religion me sont vraiment passées par-dessus la tête. J'en avais pas grand-chose à faire. Et c'est malheureusement l'essentiel du livre. Parce que Lisbeth va faire une découverte, je vous simplifie un petit peu cette découverte, qui va en fait remettre en question la résurrection numéro 2, si je ne me trompe pas, de Garde. Et donc, à partir de là, s'ensuit toutes des théories théologiques et donc politiques sur qu'est-ce qu'on doit faire de cette découverte, est-ce qu'on doit la divulguer, c'est où il y a qui, comment, dans quelle temporalité, etc. Sauf que c'était pas très intéressant et qu'en plus j'ai pas compris tous les aspects de cette théologie, notamment parce que quand Lisbeth découvre la religion de Garde, elle est toute petite et donc c'était confus. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà. La fin est un petit peu bâclée. J'ai pas compris qui parlait à la fin. C'était vraiment, j'ai pas aimé. Cette impression en fait brouillonne ne m'a pas quittée, le désintérêt pour les sujets évoqués ne m'a pas intéressée, et je vois bien l'idée que ça soit une tranche de vie et donc on en sait autant que notre personnage, d'accord? Sauf que moi, ça m'a manqué de ne pas savoir certaines choses, de ne pas savoir la géographie, de ne pas savoir plus d'explications sur le déclin, sur cette maladie qui explique le déséquilibre entre les hommes et les femmes, même si j'ai bien compris les implications politiques qu'elle avait, etc., dans notre société. Ça reste un livre, enfin c'est un livre féministe, même s'il ne m'a pas plu. Tout d'abord, parce que c'est quand même écrit par une femme sur, même si c'est une dystopie, sur un futur féministe au sens où les femmes se sont révoltées contre le patriarcat. Certes, ce qu'elles ont instauré, donc d'abord les ruches, c'était pas mieux. Et ça rejoint un livre que je vais vous présenter dans une autre vidéo qui s'appellera Je lis 3 essais féministes. Donc c'est le livre de Lorraine Bastide, Futur, dans lequel elle explique en fait si le féminisme c'est juste de la violence envers les hommes et juste un miroir de ce que nous font les hommes, donc de ce que font subir ce système masculin, patriarcal, etc., viriliste. En fait, ce n'est pas une solution. Et c'est exactement ce que veut démontrer Elisabeth von Homburg ici. Et ça, je trouve que cette idée est féministe. L'idée de dire non, le féminisme, ce n'est pas juste un calque, un miroir de ce que peut faire le patriarcat. C'est plus loin que ça. C'est prendre en compte tous les besoins sociétaux de tout le monde, y compris les animaux. Et ici, il y a une forte dimension aussi écologique. Deuxième point, qui est enfin un roman
féministe, ou en tout cas dans cette dimension-là, c'est le propos. Le propos de dire les femmes peuvent tout faire et elles ont tous les métiers. Et en fait, c'est faisable. Et non, il n'y a pas un métier qui est associé à un sexe, et donc à un genre, à des valeurs genrées, etc. Après, un troisième point, c'est écrit au féminin pluriel, et ça c'est vraiment bien, avec une féminisation des noms. Par exemple, le cheval, ça devient cheval-le, avec un E. Enfant, ça devient enfant-te, etc. Et il y a une réflexion, c'est pas juste genré féminin pluriel, il y a une réflexion sur l'usage du langage et ce que veut dire le langage. Et là, on retrouve un peu toutes les discussions qu'il peut y avoir autour de nous en France, c'est donc peut-être dans la francophonie, de l'écriture inclusive. Que veut dire de genré féminin pluriel? Que veut dire de genré masculin? Que veut dire de... Voilà, toutes ces questions-là, qu'est-ce que ça veut dire de notre système politique, de notre système symbolique? Et pour le coup, ça, c'est bien fait. Un quatrième point, je crois qu'on en est là, qui fait que c'est un livre féministe, c'est par les thèmes abordés. Vraiment, la question de faire famille aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Et du coup, nous donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Hein. L'exemple est largement discutable, mais un exemple de se détacher de ce modèle hétérosexuel, hétéronormé de faire famille, qui est intéressant. Un autre point, c'est comment on peut avoir des enfants, qu'est-ce que c'est qu'avoir des enfants, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que la mère biologique est forcément la mère qui éduque l'enfant, est-ce qu'il y a d'autres liens, est-ce que les enfants sont au courant, etc. Voilà, il y a énormément de thèmes comme ça qui sont abordés, qui sont féministes. Donc, les thèmes qui sont inhérents à ce pays des mères en tant que système politique sont vraiment très intéressants et je pense que le monde créé par Elisabeth von Homburg est très intéressant. Le problème pour moi est plutôt dans la narration et d'avoir choisi de nous livrer que les éléments que Lise Bay connaît, c'est que du coup on est un peu perdu dans ce pays des mères, comme notre protagoniste principal. Et du coup, moi, en tant que lectrice, ça me perd et j'ai pas envie de continuer à être plongée dans ce roman, d'autant plus que c'est quand même 800 pages à peu près, c'est une belle brique. Si c'est pour pas trop comprendre ou pas trop passer un bon moment, ça m'intéresse pas. Donc du coup, un peu un avis mitigé. Les thèmes sont hyper intéressants et auraient pu être vraiment mieux développés. Mais en même temps, j'étais très peu attachée au personnage de Lise Bay qui ressent pas mille émotions non plus. Très peu attachée à la manière de raconter cette histoire. Donc voilà, avis mitigé sur ce livre. Deuxième livre de cette vidéo où je lis 3 livres de science-fiction / fantasy fantastique écrits par des femmes et en grande partie féministes, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente qui fait 135 pages, 133. Donc en fait ici il s'agit du tome 1 du nouveau cycle de Becky Chambers, donc Histoire de moines et de robots. Donc on est dans une société post-apo dans laquelle en fait il y a eu une prise de conscience très forte de l'écologie et notamment du rôle de l'homme dans cette destruction écologique. Et la Terre, il me semble que c'est quand même sur la Terre, est partagée en deux, avec d'un côté une zone habitée par les humains et de l'autre une zone laissée à la nature, pour que la nature reprenne ses droits. Et donc nous on suit un humain qui s'appelle frère Dex, qui est un moine de thé. Et donc en fait ces humains vont vivre de manière beaucoup plus harmonieuse avec la nature. Notamment, ils vont avoir des maisons, des habitations qui s'insèrent dans la nature. Ils évitent les matières qui ne se recyclent pas. Voilà, il y a une grande part de l'écologie, du recyclage et de ces valeurs-là. Et donc, on suit ce personnage, donc Dex, qui est un moine de thé. Un moine de thé, c'est une personne qui va aller à la rencontre des autres êtres humains
afin d'entendre leurs problématiques et de leur servir un thé qui va leur faire du bien. C'est de la science-fiction positive. Positive parce que c'est inclusif. Tout le livre est écrit en écriture inclusive. C'est de la SF positive aussi parce que Becky Chambers, elle apporte une autre vision du monde. Voilà, on est dans une société post-apo, on pourrait imaginer des zombies, des attaques, enfin un monde totalement glauque. Et en fait, c'est pas du tout ça. La nature, elle a repris ses droits. Il y a une cohabitation plus paisible, très paisible même, entre l'homme et la nature, entre les humains et les créatures animales, avec la flore, etc. Donc il y a vraiment une coexistence et une douceur incroyable. Et ça montre une autre vision qu'on peut avoir de notre société. Tout n'est pas inéluctable à aller vers un effondrement catastrophique. Et en fait, il existe un monde, c'est ça qu'elle décrit parfaitement, dans lequel on peut vivre en harmonie avec notre nature, notre monde. Ce frère Dex va rencontrer un robot, les robots qui se sont révoltés pendant ce qu'on appelle l'éveil et qui ont quitté les usines et qui sont allés fonder leur communauté autonome. Et il y a une discussion qui s'instaure entre Dex et le robot, j'ai oublié le nom, mais peu importe, avec le robot, et leur discussion va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le monde, de aussi comprendre les coutumes, les normes, les valeurs du monde des humains. Donc voilà, l'histoire est vraiment très intéressante et c'est vraiment un petit bonbon de douceur, de plaisir, c'est vraiment le mot. On y retrouve tout ce qu'on aime en fait chez Becky Chambers, une plume engagée, des thèmes engagés, un rapport au langage engagé, et en même temps cette positivité qui marque tout son œuvre. Donc si vous n'avez pas lu Becky Chambers, je vous conseille de foncer, c'est vraiment très bien. Pour le troisième livre de ma vidéo, je lis 3 livres de SF écrits par une femme. J'ai décidé de lire le tome 2 de Capitale du Nord, qui s'appelle Mort au G, de Claire Duvivier. Avant de parler du livre, je vais vous parler de cette trilogie parce qu'elle est un peu particulière, même si je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez vue souvent et beaucoup passer sur les réseaux sociaux et sur Bookstagram. Donc en fait, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadian ont écrit ensemble La Tour de Garde. Donc en fait, c'est 2 trilogies qui peuvent se lire de manière indépendante ou regroupées, comme moi je fais et comme l'ordre de parution nous invite à le faire. Donc, La Tour de Garde, c'est 2 trilogies. On suit d'un côté Capitale du Sud, écrit par Guillaume Chamanadian, et de l'autre côté Capitale du Nord, écrit par Claire Duvivier. Et donc là, c'est le tome 2. Et je vous laisse admirer cette belle couverture. Et donc, on lit d'abord un tome de Capitale du Sud, puis un tome de Capitale du Nord, etc. Donc là, c'est le 4e sur les 6, et donc le 2e de Capitale du Nord sur les 3 de la trilogie. Donc si là, vous m'avez suivi et que vous êtes arrivé à ce point-là facilement, voici l'histoire. Donc dans Capitale du Nord, c'est inspiré un peu des villes du Nord très
géométrique, un peu froide, très mathématisée, avec une logique un peu poussée. C'est vraiment ces éléments-là qui sont au cœur de l'histoire. Et on suit donc Amalia, qui est une jeune fille dont les parents, avec un autre couple d'amis, vont éduquer Amalia et Irion, le fils de cet autre couple d'amis, pour en faire des savants, mais des savants scientifiques. Donc on leur enlève tout ce qui est art, imaginaire, imagination, on leur apprend pas vraiment les relations sociales, les sentiments, etc. Et à l'inverse, dans Capitale du Sud, c'est plutôt une ville et une histoire tournée autour de la cuisine, il y a une forte dimension culinaire, de la passion, des goûts, des émotions. Et donc bon, comme les deux thèmes, enfin les deux histoires sont liées, on se rend bien compte que là il va y avoir une confrontation, notamment sur les valeurs, sur les points de vue des personnages, sur leur ordre de valeurs, etc. Leur système de valeurs. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est un tome 2, mais on suit donc les aventures de Amalia dans cette ville-là. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et si vous comptez le faire, ce que je vous invite à faire, je vous invite donc à sauter quelques secondes parce que je vais donner mon avis du tome 2. Je vais essayer de le faire sans spoil si jamais vous n'avez pas sauté et que vous voulez m'écouter jusqu'au bout. Mais peut-être que ça vous donnera une piste de ce qui s'est passé dans le tome 1. Je préciser que j'ai lu ce livre-là dans le cadre du challenge Cocorico de SFSF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, organisé par Camelot Magicado, donc je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc c'est un challenge qui consiste à lire des livres de SFFF francophones, donc pas forcément français, mais dont l'auteur ou l'autrice écrit en langue française, afin de promouvoir les livres francophones. Donc je l'ai lu dans ce cadre-là, c'était une de ses recommandations pour un des thèmes. Donc moi dans ce tome 2, j'ai moins aimé le rythme. J'ai trouvé que, on est dans tout ce que j'aime pas ou moins dans un tome 2, c'est un tome de transition entre le tome 1 qui a très bien planté le décor avec des événements très importants, très forts, qui ont marqué l'intrigue, et un tome 3 qui va devoir résoudre cette intrigue-là. Et du coup, on est dans une sorte de transition, et d'ailleurs, notre personnage, Amalia, est aussi dans une sorte de transition-là, qui fait que le rythme est beaucoup moins haletant que le tome 1. On s'ennuie un petit peu. Les dénouements de la fin, moi, je les trouve pas forcément très clairs, alors que c'est des dénouements politiques très importants, des thèmes politiques vraiment importants, notamment comment on gouverne, qui gouverne, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement représentatif, qu'est-ce que la représentation, qui doit avoir voix à la représentation. Voilà, je trouve qu'il y a des références un peu à la Révolution française et aux diverses révolutions, notamment anglaises aussi, dans ce tome-là. Et ces questions, je trouve qu'elles auraient pu être davantage abordées parce que Amalia est une jeune fille très intelligente et donc elle prend part à ces événements politiques, comme vous en doutez. Et on aurait pu avoir une dimension plus approfondie et notamment plus plus tranchée de ces événements. Je trouve que c'était pas forcément très clair et très bien amené. Je suis un peu déçue, même si j'ai trouvé que c'était une lecture plaisante. C'est quand même 420 pages, donc c'est quand même plaisant. Mais je le trouve un petit peu lent, un petit peu long et moins incisif que ce qu'il aurait pu être. Et pourquoi je dis ça? Parce que donc, Claire Duvivier a écrit un personnage, Amalia, qui est vraiment à l'inverse de l'archétype de la jeune femme noble auquel on pourrait s'attendre. En effet, c'est une jeune femme très éduquée, ce qui était peu commun dans les sociétés où il y avait de la noblesse. Donc une jeune femme très cultivée, très savante, très intelligente, très perspicace. C'est vraiment un modèle d'intelligence et aussi de maturité scientifique, pas du tout émotionnelle, mais ça c'est un autre problème dans le livre. Et du coup, on a une héroïne très forte qui prend son destin en main, qui mène des intrigues politiques, des complots politiques, qui
qui est là où on n'attendrait pas une fille en fait dans cette société, même si dans cette société il y a une place plus importante qui est accordée aux femmes. On n'est pas non plus sur une dimension égalitaire, mais voilà, il y a des femmes qui siègent, il y a des femmes représentant la grand-mère, enfin, la lignée même maternelle d'Amalia est incroyable. La grand-mère est un poste politique au conseil très important. La mère, elle part pour les colonies pour résoudre le problème des révoltes des colonisés, pardon. Donc voilà. Et donc on avait ce personnage-là, on a toujours ce personnage d'Amalia qui va encore nous accompagner dans un tome, qui est fort, qui est vraiment, et ça fait du bien d'avoir cette femme forte qui prend les devants, qui est l'héroïne de l'histoire, et non pas une héroïne passive qui a besoin d'un homme, d'un autre homme pour venir être sauvée, mais vraiment une héroïne qui sait où elle va, qui n'a pas peur de faire reconnaître ses droits, qui manie l'épée, qui manie le verbe pour ses complots, ses intrigues, pour se sauver en fait, qui a des valeurs, qui les respecte. Enfin, ça fait vraiment du bien d'avoir ce personnage-là. Et donc, en ça, ça pourrait être un livre féministe dans le sens où ça combat tous les stéréotypes et tous les clichés qu'on a sur les filles, comme je viens de le dire. Et puis, c'est aussi un roman écrit par une femme de SF, plutôt de fantasy ici. C'est quand même assez rare, même s'il y en a de plus en plus, et donc c'est important de mettre en avant des livres écrits par des femmes, sur des femmes qui ne sont pas stéréotypées. Donc rien que pour ça, allez-y, et puis c'est un super univers quand même, cette tour de garde. Moi j'ai envie d'en savoir plus, et j'ai envie d'arriver au moment où nos deux héros-héroïnes, Amalia au nord, et celui du Capitale du Sud vont se rencontrer. Enfin, ça arrive, on le sent, donc voilà, j'ai hâte de ça. Et c'était donc le 3e livre qui clôt cette vidéo. 3 livres de science-fiction / fantasy écrits par des femmes et féministes.